Voilà. Merci. Bonjour, on va commencer du coup pour parler donc de la rééducation. Tac. On était arrivé, me semble-t-il, à ça la dernière fois. Sur la statique pelvienne, on avait terminé sur les principes de la rééducation. Je vous avais donné un peu tout ce qui pouvait exister en rééducation périnale, l'électrostimulation, l'électrostimulation motrice, le biofeedback, la rééducation manuelle, la rééducation avec les cônes, prise de conscience de la région pelvienne, la respiration diaphragmatique, la gymnastique abdominale qui est associée complètement à cette rééducation, la gymnastique posturale, et d'associer la gymnastique abdominale avec le périnée et les différentes tendances qu'il peut y avoir, l'hypopressif, pilates et tout ça. Donc là, on va essayer vu ce qu'on a vu la dernière fois, d'associer les principes de rééducation, ce que je vous disais, avec la pathologie qu'on avait vue l'année dernière, et avec tout ça, essayer de trouver. Alors moi, je vais pas vous donner un truc tout fait, Madame Truc, elle a ça, tac, 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 on fait ça, on la met assise, on compte 3 fois, on inspire, on souffle. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu vous amener à réfléchir avec les principes que je vous ai donnés la dernière fois, la physiopathologie qu'on reprend vite fait, qu'on a vu l'année dernière, et avec tout ça, qu'on essaye de discuter, de dire pourquoi on va faire ça, pourquoi on va pas faire ça, pourquoi on va partir vers ça ou pas vers ça, la respiration, et tout ça, et tout ça. Du coup, on va partir sur la statique pelvienne. La statique pelvienne, vous connaissez tous par cœur, puisqu'on l'a fait l'année dernière. Comment ça marche? Donc du coup, cette diapo j'aime bien parce qu'elle est assez, elle montre le diaphragme, le transverse, le plancher pelvien, la colonne vertébrale. Et là, on a vraiment un caisson. S'il y a une des parties qui est pas bonne, ça déstabilise les autres. Donc du coup, il faut vraiment essayer de maintenir ce caisson. Ce caisson, oui. Merci. Bon, je mets là. Ce caisson en entier. Donc c'est pour ça que des fois, comme je vous avais dit, rééducation périnéale chez des personnes qui ont une lombalgie, on rééduque le périnée, il n'y a plus de lombalgie parce qu'il y a une restabilisation par rapport à cette statique pelvienne. Donc c'est bien d'avoir des fois en tête ce schéma-là. C'est pour ça que je vous le mets. Je trouve que c'est pas mal. La continence urinaire, hein, vous vous en souvenez. Comment marche la continence urinaire? La vessie qui se remplit, le détrusor qui se contracte quand on va faire pour une miction, et les sphincters qui se relâchent. Donc ça, on est d'accord, on est en bonne position. Donc on a une info qui dit, on va faire une miction, relâchement des sphincters, contraction du détrusor. Et des fois, quand on n'est pas en position pour la miction, il y a contraction des sphincters, relâchement du détrusor. Tac. Et l'année dernière, vous aviez dit que l'envie d'uriner la nuit, c'était pas forcément normal, mais c'est vrai que c'est assez courant au final qu'on se réveille la nuit et qu'on a envie du coup. Est-ce que ça c'est considéré comme pas normal? Non, c'est pas forcément pas normal. Ça peut être une insuffisance urinaire d'urgence, une contraction de la vessie intempestive, mais normalement on a la capacité de tenir toute la nuit. La vessie se remplit toute la nuit, et on se réveille le matin, on va aller aux toilettes. Si on se réveille parce qu'on a envie d'uriner 3-4 fois dans la nuit, c'est que peut-être la vessie se contracte de manière intempestive et elle se laisse pas distendre pour tenir la nuit. C'est plus dans ce sens-là. Mais après, la majorité des gens, quand on se réveille le matin, une des premières choses qu'on fait, c'est d'aller faire pipi. Parce que du coup, la vessie, elle a passé toute la nuit à se distendre et à se remplir. Donc c'est plus par rapport à ça.
Et donc du coup, puisque vous dites ça, du coup, les insuffisances urinaires d'urgence, vous vous souvenez, c'est quand, ce que je viens de dire, la vessie se contracte de manière intempestive et on n'attend pas qu'elle soit complètement remplie. Elle se contracte et elle devient plus forte que les sphincters. Et donc là, on a des fuites urinaires sans sensation de besoin. Vous vous souvenez les petites définitions: insuffisance urinaire d'effort, fuite urinaire, avec une suite à un effort, mais pas précédé d'un besoin. Insuffisance urinaire d'urgence, c'est que là on a précédé d'un besoin, mais on ne peut pas se retenir. C'est que la vessie se contracte. Et on peut avoir mixte, un peu des deux. Donc quand on a une insuffisance urinaire d'effort, il faut quand même poser des questions pour vérifier qu'il n'y ait pas une insuffisance mixte, qu'il n'y ait pas un peu les deux. Et après, prolapsus. Prolapsus, je vous rappelle, je vous ai remis les 3 degrés de prolapsus. Premier, second degré. Premier degré, vulve juste béante. Le second degré, il y a une petite descente. Et troisième degré, il y a plutôt une extériorisation des organes. Peut-on avoir des fuites urinaires obligatoirement avec un prolapsus ? A-t-on des fuites urinaires obligatoirement avec un prolapsus ? Pas forcément, ça dépend, c'est pas automatique. On peut avoir un prolapsus avec une insuffisance urinaire d'effort, un prolapsus sans fuite urinaire, un prolapsus avec insuffisance urinaire mixte ou insuffisance urinaire d'urgence. Enfin, voilà, l'un et l'autre ne sont pas corrélés. Les prolapsus, je vous avais cité l'année dernière, il y a plutôt les 3e degrés, c'est plutôt de la chirurgie, mais quoi qu'il en soit, en première intention, on fait toujours de la rééducation périnéale par rapport au prolapsus. Donc ça, c'est sur la statique pelvienne, on a revu un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On a une insuffisance urinaire d'effort parce qu'on a une augmentation de la pression intra-abdominale. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va diminuer la pression intra-abdominale. Donc ça peut être OK. Comment vous feriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Quels sont vos moyens à vous de diminuer la pression intra-abdominale ? Voilà, c'est déjà vérifier s'il y a une toux, une bronchite chronique, tout ça. Donc ça, c'est un peu des conseils et c'est entre guillemets pas de votre compétence. Je vous avais cité l'année dernière une personne qui vomit beaucoup. Voilà, ça peut être, c'est pas de votre entre guillemets de votre compétence d'aller régler une personne qui vomit beaucoup, mais ça peut être un conseil. Ça sert à rien d'aller renforcer un périnée si le souci il est juste par rapport à ça. Si c'était le cas d'une femme enceinte, je vous le dirai après. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que... Vérifier qu'il n'y a pas une inversion de commande, oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez rappeler la différence entre un prolapsus rectal et un rectocèle ? Alors, tac. Alors là, le 3e degré sur le schéma, il y a une rectocèle, c'est-à-dire... C'est par le vagin, c'est ça ? Oui, le passage c'est par le vagin. Donc là, vous voyez sur le 3e degré, un morceau du côlon qui passe à travers le vagin. Il y a un morceau de l'utérus et il y a un morceau de la vessie aussi. Mais là, il y a un morceau du côlon qui passe à travers le vagin. Sur un prolapsus rectal, c'est le côlon qui va passer à travers l'anus. C'est plutôt le rectum qui passe à travers l'anus. L'anus étant le sphincter anal. Du coup, c'est un sphincter qui est assez puissant.
et ça passe à travers l'anus. Donc là, ce qui est embêtant, et ce que je vous avais dit l'année dernière, j'avais un peu insisté, c'est que là, il ne faut pas trop aller renforcer le périnée. Si vous vous souvenez, le périnée, ça passe aussi autour du rectum, le puborectal, tout ça. Donc si on va renforcer, on renforce un petit peu aussi l'anus. S'il y a un morceau de côlon qui passe à travers l'anus et qu'on va renforcer l'anus encore plus, on aggrave parce qu'on fait des risques de nécrose au niveau du côlon. Donc ça, important, ça ne fait pas partie de vos compétences, de nos compétences, pardon. C'est une urgence médicale. Donc ça, c'est les deux à savoir. Et comment on peut faire à votre niveau pour savoir si c'est l'un ou l'autre? On peut regarder, mais avant de regarder, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est vraiment de poser des questions. C'est vraiment presque la rééducation où rien qu'avec l'interrogatoire, on arrive à presque poser un diagnostic. Je devrais pas le dire parce qu'en kiné, on fait les bilans, un truc machin, testing. Mais là, c'est vraiment ça. Et le cas que je vous avais cité, c'était par rapport à l'interrogatoire, ce que j'avais demandé. Parce que les femmes, après, elles savent à peu près, elles se connaissent, et elles vont vous décrire, ça sort au niveau de l'anus. Donc là, hop, c'est pas pour vous. Hop. Donc, on revient sur ça. Donc, on a dit, on règle les problèmes, bronchite chronique, on réoriente si c'est pas pour nous. Après, l'augmentation de pression, ça peut être la grossesse, mais ça peut être l'obésité. Donc ça, il va falloir voir avec. Les personnes obèses, forcément, il y a une augmentation de pression. Et du coup, ça appuie un peu plus. Les problèmes de respiration qui ne sont pas du tout et qui font une augmentation de pression intra-abdominale, si on n'a pas une synchronisation complète, une inversion de commande, comme l'a dit. Donc du coup, c'est bien de toujours avoir un maintien à ce niveau-là. Les personnes, la rééducation périnale, comme je vous l'avais dit, c'est bien pour le postpartum, c'est bien pour ces personnes-là, mais c'est bien aussi si vous avez quelqu'un qui a une DDB et du coup, il faut la drainer régulièrement, et puis voilà. Si pendant vos séances, vous donnez une conscience de périnée pour éviter qu'elle s'aggrave, parce que si c'est une femme qui a eu des enfants, qui est en ménopause, c'est manière de ne pas aggraver la situation. Donc ça peut être bien de mettre prise de conscience du périnée pendant toutes ces séances-là. Une DDB, vous savez, une dilatation des bronches ou une bronchite chronique, ou voilà, de la kiné-respi. Donc prise de conscience à ce niveau-là, ça c'est important. Donc augmentation de la pression qui va donner insuffisance urinaire d'effort. On peut avoir une faiblesse du périnée qui donne une insuffisance urinaire d'effort, comme on avait vu, la vessie qui descend un petit peu, les histoires de pression dans la cavité abdominale, tout ça. Donc insuffisance urinaire d'effort et qui peut donner aussi prolapsus. Donc là, renforcement du périnée, mais aussi toujours pareil, essayer de diminuer la pression intra-abdominale pour qu'il y ait moins de pression à ce niveau-là, pour qu'il y ait moins cette descente de la vessie, qu'elle reste bien positionnée. C'est pour ça qu'en première intention, dans tous les prolapsus, on va avoir rééducation périnéale. C'est pour vérifier que rien qu'avec le renforcement du périnée, des fois la vessie elle est passée à travers et il faut malgré tout après repositionner la vessie parce qu'elle a plus ses moyens de maintien au niveau des ligaments. Et toujours pareil, éviter l'inversion de commande périnéale.
Même chose par rapport faiblesse du périnée superficiel et moyen. Le profond, c'est beaucoup, comme vous aviez vu, je vous avais fait des tableaux, le profond, c'est beaucoup sur la statique pelvienne, parce qu'il prend tout le périnée postérieur et beaucoup sur de la statique pelvienne. Périnée superficiel, il est plus dans de la miction et les insuffisances urinaires et la sexualité. Donc du coup, périnée superficiel et moyen, insuffisance urinaire d'effort plutôt. Augmentation du tonus vésical. Donc vous avez une patiente qui vient et qui vous dit, elle va pas vous le dire, elle a une insuffisance urinaire d'urgence. Vous faites vous faites quoi comme rééducation? On fait de l'électrostimulation réflexe et pas motrice, comme je vous avais dit, qui va faire. Et est-ce qu'on fait l'électrostimulation motrice? Comment? L'électrostimulation. Alors, on a motrice. Alors, je vous avais donné mon cas et mon expérience à moi, où l'électrostimulation motrice, quand un périnée est inférieur à 3, je la mettais en place, surtout pour une prise de conscience de la contraction et de la zone. Mais ça, c'est dans le cas où je suis OK, il y a électrostimulation motrice. Périnée, pour une insuffisance urinaire d'effort, on fait stimulation du périnée et périnée inférieur à 3, prise de conscience. Là, on est dans le cas d'une insuffisance urinaire d'urgence pure. Est-ce qu'on va faire une électrostimulation motrice? On a dit qu'on faisait une électrostimulation réflexe pour diminuer la tonicité de la vessie, puisque la vessie est trop contractile. Et donc, on ne sait pas. Donc, du coup, à mes yeux, pas super, s'il n'y a pas d'insuffisance urinaire d'effort associée, de mettre en place une électrostimulation réflexe. Parce que forcément, vous avez vu les sondes la dernière fois, on n'est pas dans du précis. Si on envoie un courant qui va inhiber la contraction musculaire du détrusor, et après on envoie un courant qui va stimuler la contraction du périnée, forcément il va y avoir le détrusor qui peut être stimulé un petit peu aussi. Donc moi, je ne serais pas forcément pour faire s'il n'y a pas d'insuffisance urinaire d'effort. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai perdu. En fait, vous avez dit on fait l'électrostimulation réflexe et après vous avez dit on fait pas d'électrostimulation réflexe. C'est vrai? Motrice. Vous vouliez dire motrice? Pardon, on refait. On efface tout, on reprend. Sur une insuffisance urinaire d'urgence, on va faire une électrostimulation réflexe qui va inhiber le détrusor. Et ma question, c'était, est-ce que dans ces cas-là, on fait une électrostimulation motrice? Pour moi, non, parce qu'il y aurait des chances de restimuler la contraction du détrusor. Donc, qu'est-ce que on pourrait faire si c'est une insuffisance urinaire d'urgence? On pourrait faire plutôt une contraction du périnée de manière volontaire, associée à la respiration, associée à une hypopression, à de la statique pelvienne, et patati et patata. Et peut-être moins de l'électrostimulation motrice. Je me suis trompée. Donc, faiblesse des éléments passifs et actifs qui maintiennent la vessie, les ligaments, les muscles, tout ça, on l'avait vu.
Donc ça fait prolapsus et insuffisance urinaire d'effort par rapport au positionnement de la vessie qui va redescendre, et donc renforcement du périnée et toujours de la statique pelvienne, des abdos, omnipopression et patati et patata. Ça, c'est toujours important de le garder. Le vieillissement du sphincter? Oui. Du biofeedback, oui. Alors, sur une insuffisance urinaire d'urgence, est-ce qu'on met du biofeedback? Est-ce qu'on fait, pardon, du biofeedback? Comment? Ouais. Le biofeedback, c'est quelque chose d'involontaire? D'urgence. On a une insuffisance urinaire d'urgence. Est-ce qu'on va faire de l'électrostimulation réflexe? Biofeedback, pas très utile, mais pas du tout contre-indiqué. C'est tout à fait possible. Parce que là, on fait contracter le périnée, ce que je vous dis, de manière volontaire par la patiente, avec un rétrocontrôle des abdominaux pour éviter qu'il y ait une hyperpression pelvienne. Donc là, il n'y a pas de souci. Madame, du coup, dans une insuffisance d'urgence, il faut à la fois inhiber le détrusor, mais on fait aussi du travail de renforcement du périnée. On peut, oui. Alors, insuffisance urinaire d'urgence stricte, c'est rare. C'est souvent mixte. C'est souvent l'un et l'autre. Donc pourquoi le biofeedback serait inutile alors? Non, j'ai pas dit inutile, j'ai dit c'est pas contre-indiqué du tout. Alors je dis des choses que je pense pas. Non, en insuffisance urinaire d'urgence, vous pouvez faire du biofeedback pour la contraction volontaire du périnée. Avec, vu qu'on avait vu qu'on cale des électrodes sur les abdos pour vérifier qu'il n'y ait pas de contraction des abdos pour pousser, du coup, il n'y a pas de souci. Alors, par exemple, je vous ai noté faiblesse des éléments passifs et actifs de la vessie. Dans quel cas on va pouvoir trouver ça? Chez quelle personne on trouve ça? J'entends pas. Personne âgée à partir de quel âge? Voilà. Personne en ménopause. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, l'interrogatoire, ici, il est super important. Est-ce que vous avez la ménopause? Donc, personne âgée, voilà. Autre cas, ou césarienne. C'est ça qui a été dit? Césarienne, pas pourquoi césarienne? Alors après, la nature césarienne, c'est du postpartum, c'est après un accouchement. Du coup, les ligaments, effectivement, ils ont été bien distendus pendant toute la grossesse. Mais après, ils reviennent hormonalement un petit... Alors qu'il y a eu césarienne ou pas, ça, c'est pas le tout. Mais quelque chose qui pourrait ressembler à ça, mais qui n'en est pas. Les personnes qui ont perdu beaucoup de poids d'un seul coup. Les personnes obèses qui perdent du poids,
Elles, par contre, autant les femmes enceintes vont être protégées hormonalement par rapport à leurs ligaments que les personnes obèses qui font un régime, qui perdent du poids de manière importante, n'ont aucune protection au niveau ligamentaire. Et donc là, il peut y avoir. Donc c'est pareil. Interrogatoire, vous avez perdu ce que vous avez. Alors, si vous avez perdu 4 kilos, c'est pas non plus. Voilà. Je vous parle de personnes qui ont perdu 10, 15 kilos d'un coup. On le voit avec les anneaux, les machins et tout ça, les opérations. Donc, du coup, dans ces cas-là, il va y avoir. Les ligaments restent distendus et ils vont avoir du mal à reprendre leur place. Donc là, les organes peuvent descendre un petit peu. Vieillissement du sphincter, donc ça, c'est plus par rapport à l'âge, on l'avait vu. Physiologiquement, le sphincter, il est un peu moins fonctionnel avec l'âge. Donc ça fait plus insuffisance urinaire d'effort, le fait de renforcer le périnée ou passe à travers, ça peut aider à la contraction, à la perméabilité du sphincter externe de l'urètre. Dans ces cas-là, on peut mettre des petits ballonnets périurétro. J'avais vu aussi qu'on pouvait injecter des fois de l'acide hyaluronique pour épaissir un petit peu l'urètre, pour aider et donner plus de tonicité. Vieillissement aussi ou incompétence sphinctérienne. Là, je ne l'ai pas marqué. Ça peut être dans des cas de cancer. Du coup, chez les hommes. Prostate. Par rapport à de la prostate. Des interventions. Des fuites urinaires. La prostate, elle est là pour faire clapper, on n'ouvre pas par rapport à la miction et par rapport à l'éjaculation. C'est un peu en robinet, si vous voulez. Quand elle est hypertrophique, elle va boucher, elle va empêcher la miction. Du coup, les hommes sont obligés de forcer de faire contracter le détrusor pour ça. Et quand on va récurer, enlever, après, si le sphincter a été lésé, ça fait des fuites urinaires. Pour un homme, savoir si c'est insuffisance urinaire d'urgence ou d'effort, parce qu'il peut y avoir d'urgence, puisque à force de contracter pour pour uriner contre cet obstacle de la prostate, il peut y avoir une sollicitation de détrusor. Donc pareil. Et renforcement du périnée pour essayer, ou sinon c'est périnée artificiel, quoi. Si, je vous ai montré la dernière fois une sonde. Je vous ai dit que chez les hommes, elles sont plus petites que chez les femmes et elles sont vraiment avec un anneau et c'est uniquement en anal. Donc, rééducation pour une insuffisance urinaire. On fait le bilan pour interrogatoire, je vous dis, c'est important. Donc, pour éviter tout ce qui ne vous concerne pas.
Éviter tout ce qui est neuro aussi, les pathologies neurologiques, hein, les personnes qui vont avoir une irradiation de la zone avec une insensibilité de la zone. L'électrostimulation est interdite hein, dès qu'on n'a pas de sensibilité de la partie cutanée ou là des muqueuses par irradiation ou quoi que ce soit, on n'a pas le droit. Hein. Troubles neurologiques, toutes les pathologies neurologiques qui ont un défaut neurologique, troubles psychiatriques. Retarder les prises en charge si infection urinaire, s'il y a du sang dans les urines, s'il y a une infection vaginale, une mycose vaginale, des douleurs. Donc, un prolapsus extériorisé, hein, vous n'allez pas réintroduire un prolapsus si vraiment tout est passé à travers. Hein. C'est le truc. Comme je vous avais dit, la dernière fois, les sondes, elles sont individuelles, elles appartiennent à chaque patient. Personnellement, dans ma pratique, je demandais à ce que les patients les ramènent chez eux, les nettoient eux-mêmes. Je ne les gardais pas au cabinet. Pour le nettoyage, dans l'absolu, on n'est pas dans une zone stérile. Donc, du coup, c'était de l'eau et du savon. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois. Sauf si infection, mycose. Parce que là, l'eau et le savon sur des bactéries, des germes, ça ne fait rien. Donc, du coup, un petit peu de daquin, bien rincé. Donc, une fois qu'au bilan interrogatoire, vous avez fait et vous avez écarté ce qui n'est pas pour vous, à ce moment-là, travail testing manuel et travail manuel en fonction de l'insuffisance urinaire, électrostimulation, motrice, pas motrice, réflexe, et toujours associé de la statique et du positionnement et de la respiration et tout ça et tout ça. Travail comportement. Qu'est-ce qu'on peut conseiller par exemple à une jeune femme dynamique qui n'a pas le temps d'aller aux toilettes et qui prend 18 secondes pour aller aux toilettes à telle heure, tous les jours, parce que avec le téléphone, le machin, elle s'assied pas parce que c'est pas propre sur les cuvettes et puis voilà. Quand on va aux toilettes, on a vu que c'était un relâchement des sphincters externes, et donc ça c'est volontaire, et contraction de la vessie qui est involontaire. Du coup, faut être cool. Faut pas être super stressé, appuyé, tout, là, vite. Non. Faut se poser cool. Cool. Ça, c'est comportement. C'est les jeunes femmes dynamiques, là, qui courent partout, qui n'ont pas le temps de rien. Ben, du coup, et voilà. Donc, sinon, elles auto-entretiennent une contraction rapide du détrusor. Et c'est pas super. Donc c'est vraiment le message à faire passer. Après c'est ça, c'est plutôt être cool. Pour le prolapsus, interrogatoire, toujours pareil. Rien qu'à l'interrogatoire, on peut presque poser un bilan diagnostic kiné, évaluation de la qualité de vie, explication du phénomène. Ce que je vous disais la dernière fois, et ça j'insiste, c'est vrai que dans ma pratique, hein, en première séance, en bilan, alors je devrais pas le dire parce que voilà, ça fait pas partie du truc, mais
je prenais une feuille et je dessinais, ou je prenais des photos d'anatomie et j'expliquais ce que c'était en fonction si c'est insuffisance urinaire d'urgence, d'effort, prolapsus, postpartum. J'expliquais pardon, ce que c'était, ce qui se passait et ce qui allait se passer. Parce que les femmes, comme je vous disais, c'est une partie intime. Et si vous expliquez, vous répondez, vous tentez de répondre aux questions, et elles vont se sentir en confiance. C'est vraiment une rééducation très particulière où si la patiente se sent en confiance, il n'y aura pas de souci. Mais c'est bien, je trouve, d'expliquer et ça donne la possibilité à la patiente aussi de ne pas venir si jamais elle n'a pas envie d'avoir une sonde, de tout ça. Si elle n'est pas prête, ça ne sert à rien et ça ne marchera pas et ça peut vous poser problème. Donc du coup, vraiment, d'expliquer tout l'interrogatoire pour arriver, mais peut-être pas dans la première séance. La cotation du prolapsus, stade 1, stade 2, stade 3. Alors vous êtes kiné, du coup vous pouvez vous donner, si vous avez un petit peu après d'expérience, un avis sur... c'est un prolapsus quand même bien avancé, c'est un prolapsus, ça va. Par contre, faites attention de ne pas poser un diagnostic et de ne pas dire à la patiente, elle vient par rapport à une petite descente d'organes et tout ça. Donc les patients, ils vont vite chercher sur internet ce que c'est et tout ça. J'ai une collègue à moi une fois, elle a fait un prolapsus de type 2 ou de type 3. Elle n'a pas dit, elle était formée en Espagne, les cotations étaient de 4. Donc la patiente, elle était voir sur internet, elle est revenue traumatisée. Elle est revenue chez son gynécologue. Le gynécologue, il a explosé. Il a dit non, mais donc on est kiné. On reste kiné. Vous pouvez vous marquer pour moi truc sur votre bilan. Par contre, aux patients, ne vous permettez pas de poser un diagnostic. Ça, c'est important pour la rééducation du périnée, mais pour toutes les rééducations, quelles qu'elles soient. Vous pouvez communiquer avec les médecins. C'est pareil, un médecin, pas trop lui dire ce que c'est non plus. Hein, on va dire... il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et de poser un diagnostic, faites attention parce que c'est pas à vous de poser un diagnostic, hein, c'est vraiment au médecin. Parce que derrière, après, ça peut enchaîner beaucoup de choses. Donc, stade 1, stade 2 et 3, on fait un travail sur le comportement hygiène de vie, musculaire 1, si c'est inférieur à 3, biofeedback. Par rapport au prolapsus, pareil sur 2-3, toujours rééducation périnéale, même en 3, en première intention, s'il y a des fuites urinaires associées ou pas. Et pour moi, super important, de la gymnastique posturale en hypopression sur le périnée et sur la région pelvienne. Pour éviter l'inversion de commande périnéale, le travail des abdos en hypopression. On commence. Enfin voilà, après, c'est un peu sur tout ça. En faisant un résumé, on va essayer rapidement. J'ai essayé de vous guider rapidement. Là, une patiente qui arrive, qui a marqué sur l'ordonnance là, rééducation périnéale. Voilà. Donc pourquoi elle vient? Voilà. Pourquoi elle vient? Donc alors, pourquoi je viens? Je viens parce que le médecin m'a demandé de venir.
D'accord. tout ce qu'il y a dans les sphères. Si elle est jeune, est-ce qu'elle a pratiqué un sport? Est-ce qu'elle pratique un sport? Est-ce qu'il y arrive pendant ce sport d'avoir des futurs douleurs? Mhm. Est-ce qu'elle a des douleurs? Ça s'intéressait à tout ce qu'on Ouais. Donc du coup, on va dire, donc j'ai 55 ans. Euh, j'ai pas de fuite urinaire. Est-ce que vous avez eu des enfants? Oui, j'ai eu 3 enfants Vous avez eu une césarienne ou par accouchement par voie basse? par voie basse. On va regarder aussi son poids, donc sa carence. En poids, non, en poids, je sais pas combien je pèse, mais ça va. Il n'y a pas de surpoids forcément. 1m60, 55 kilos, on va dire. Donc elle n'a pas de fuite. C'est peut-être un prolapsus, il n'y a pas de fuite urinaire, il n'y a pas de. On va orienter plutôt. Mhm. Est-ce que. Du coup, c'est pas on lui demande ou on fait un. Un interrogatoire. Non, mais c'est bien, c'est un petit peu ça. C'est d'arriver à voir pourquoi. Donc les questions, c'est surtout en premier ce que vous avez dit, c'est pourquoi vous venez. Ça peut être le médecin, ça peut être la patiente. Est-ce que vous êtes gêné dans votre vie de tous les jours? Quelle est la gêne qu'il y a dans la vie de tous les jours ou pas? Parce que là, c'est sur les insuffisances urinaires. Après, en postpartum, très souvent, les patientes, elles viennent, elles n'ont pas de fuite, elles savent pas pourquoi elles sont là. Elles sont jeunes, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le tout, c'est voilà. Donc, est-ce que vous êtes gêné? Le poids, la taille, le travail, la profession, ce que vous avez dit, les activités sportives qui peuvent gêner ou pas, la présence ou pas de fuite urinaire. Parce que s'il y a fuite urinaire, c'est insuffisance d'effort. S'il n'y a pas fuite urinaire, ça peut être un prolapsus, ça peut être surtout un prolapsus. Après, on peut demander s'il y a une sensibilité. Des fois, des personnes sont très stressées, donc vont avoir envie d'aller faire pipi parce qu'elles sont stressées. J'avais une patiente où elle devait aller faire un voyage et son stress, c'était qu'elle était en bus et il fallait absolument comment je vais faire parce que le bus ne va pas s'arrêter quand je vais avoir envie, mais comment je vais faire? Alors là, c'est vraiment une boucle et c'est le stress qui va faire que. Et vous, les premiers, avant de passer un examen, avant de passer le diplôme d'État, hop, tout le monde va passer au WC. Non? Si les WC sont fermés ce jour-là? Bah, non, parce qu'en fait, c'était des Bon. Le jour de l'oral du mémoire, non? On va faire ça alors. Je vais dire à l'école, le jour de l'oral, vous allez fermer les WC. On va voir ce que ça donne. Non, mais c'est parce que voilà, et les personnes qui sont très stressées c'est une sensibilité. Et voilà, des personnes vont toucher de l'eau froide, elles vont avoir envie de faire pipi. Et des personnes, on va leur piquer le pied, elles vont avoir envie d'aller faire pipi. C'est des personnes hypersensibles et tout se remet là-dessus. Donc ça, la date de l'accouchement, circonstances de l'accouchement, et après ça on le verra par rapport aux femmes enceintes. Kiné appliqué à la prévention après la femme enceinte. On revoit vite fait la physiologie. On avait dit hyperlordose, hypersyphose, antéversion, hyperlaxité, déplacement du centre de gravité. Et on a des problèmes d'équilibre parce qu'on a un déplacement du centre de gravité. Physiologiquement, il y a des problèmes d'hypercoagulation. Donc j'avais insisté, je vous l'ai mis plusieurs fois, je crois, là, par rapport aux phlébites, par rapport aux problèmes de phlébite qu'il peut y avoir. Donc ça fait partie des urgences et vous ne touchez pas. Si vous avez le moindre doute, vous ne touchez pas. Ostéoligamentaire, hyperlordose lombaire, hypersyphose dorsale, antéversion du bassin. Ça peut donner des douleurs rachidiennes, des sciatalgies. Des troubles de l'équilibre, des douleurs inguinales,
Au niveau vasculaire, je vous avais dit, il y a une augmentation de la volémie, une pression qui diminue, un œdème des membres inférieurs qui peut être présent par rapport à un blocage au niveau des retours veineux. Donc voilà. Il y a un syndrome qui est défini, qui s'appelle syndrome de Lacombe chez les femmes enceintes. C'est par rapport à cette hyperlaxité ligamentaire, une surcharge au niveau dorsal, bassin, avec des douleurs super importantes à ce niveau-là, et qui peut amener la patiente à aller sur un fauteuil roulant. Donc, par rapport à des douleurs très très importantes au niveau lombaire, au niveau bassin. Donc du coup, avoir conscience de tout ça. L'asthénie, donc pas de mouvement. Les femmes enceintes vont bouger de moins en moins. C'est là où vous pouvez rentrer en jeu aussi. Les conseils de faire une activité, de bouger. La prise de poids, qui favorise les diabètes, qui favorise l'asthénie, qui favorise la prise de poids, qui favorise le diabète. C'est en boucle. Donc du coup, dans ces cas-là, au niveau kiné, vous avez vraiment des conseils à donner par rapport à ces femmes pour que ce soit en toute sécurité. Mais du coup, il faut compression des gros vaisseaux qui fait ce mauvais retour veineux, qui fait œdème au niveau des membres inférieurs. Donc tout ça, vous avez un petit peu votre action là-dessus. Au niveau rénal, augmentation de la volémie, les reins qui sont déplacés par rapport à la position de l'utérus. Il faut qu'elles boivent parce qu'il faut qu'elles filtrent à fond parce qu'elles sont plus sensibles aux infections urinaires. Une femme enceinte qui a eu de la fièvre, c'est pareil, c'est urgence. Ne vous touchez pas. Ça, c'est médical. Vous ne prenez pas en charge une femme enceinte, sinon ça peut être pyélonéphrite, infection urinaire, ça va très très vite. Comme je vous avais décrit, il y a aussi des syndromes de canal carpien qui sont totalement réversibles, mais voilà, sûrement par rapport à une stase circulatoire, articulaire, une augmentation de la volémie qui fait qu'il y a les tissus indurés et une hypomobilité et du coup un syndrome de canal carpien. Donc ça, c'est de voir un tout petit peu tout ce qu'on a vu l'année dernière. Je vous le mets un peu en vrac là, pour voilà, tout ce qu'il y a avec les urgences. Il me semble que j'avais bien insisté l'année dernière, les urgences, de faire gaffe à ce qu'il faut, voilà, à les petites alertes rouges. L'accouchement. On a une hyperlaxité ligamentaire tout au long de la grossesse pour arriver à l'accouchement. C'est fait pour ça l'hyperlaxité, c'est pour que le bassin puisse se distendre un peu pour le passage de bébé. Du coup, c'est vachement important de savoir le temps de travail, si c'était un bébé qui était gros, qui avait une grosse tête, s'il est resté coincé, s'il y a une utilisation de forceps, s'il y a une utilisation de spatule. Tout ça, c'est important parce qu'on va savoir s'il y a une distension au niveau du bassin qui s'est faite. Pas uniquement au niveau musculaire. Hypercoagulation et accouchement. L'accouchement, s'il est long. Si la personne elle est restée très longtemps sur la table, des fois vous entendez, ça a duré 18 heures quoi. 18 heures, la femme elle restait allongée sur une table pendant 18 heures. Donc les jambes écartées, donc avoir ça. Expression abdominale, vous vous souvenez?
ce que c'est. Donc vous pouvez... Je le rappelle, donc expression abdominale, c'est normalement on le fait plus, mais ça se fait encore. C'est si le bébé est un petit peu coincé, et la sage-femme va monter sur la table et va appuyer comme elle de toutes ses forces sur le ventre pour aider le bébé à descendre. Donc ça, on a le périnée qui est distendu par le travail, plus la sage-femme qui appuie. Si elle appuie, c'est qu'entre guillemets, il faut le faire, quoi. C'est pas qu'elle fait pas bien, c'est que bon, au bout d'un moment, le temps passe, il faut y aller, quoi. Et du coup, le périnée, il n'a pas le temps de se laisser distendre il a un tout petit peu. Donc là, ça veut dire qu'il a morflé. Donc vous posez la question aux femmes, elles le savent, hein. Autant il y a des choses qu'elles peuvent oublier, ça, elles s'en souviennent, hein. S'il y a eu une sage-femme qui est montée pour appuyer. La péridurale, je vous l'avais dit, ça donne des petites douleurs résiduelles au niveau lombaire. L'aiguille, elle est assez longue et des fois, on peut avoir des toutes petites douleurs qu'on ressent pendant quelques temps. Donc après, d'aller travailler doucement dessus, ça peut en tissulaire, tout doucement. Épisiotomie. S'il y a eu épisiotomie ou pas. S'il y a eu une césarienne, diastasis abdominale, ça peut être vrai chez l'accouchement aussi, douleur abdominale, statique, la cicatrice, comment elle est, si elle est bien ou pas. Et pareil, il y a les sensations d'hypercoagulation, immobilisation par rapport à une césarienne, la cicatrice. Les cicatrices au niveau des césariennes, comme toutes les cicatrices, sont à travailler tranquillement. La phase cicatrisation cutanée passée, du coup, c'est 21 jours. Après, sachez que en libéral, la Sécu n'est pas d'accord qu'on prenne en charge des cicatrices s'il n'y a pas une influence fonctionnelle, hein. C'est-à-dire qu'à 90 jours, on prend en charge une femme en postpartum et on ne peut pas traiter spécifiquement la cicatrice. Alors, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si vous avez une ordonnance où il y a écrit massage de la cicatrice, ça ne peut pas être remboursé par la sécurité sociale. Sauf s'il y a une influence fonctionnelle. Les cicatrices où il y a une influence fonctionnelle, c'est les cicatrices souvent thyroïdiennes, les cicatrices de brûlure sur les articulations. Mais après, dans ce cas-là, ça c'est juste un petit conseil, c'est après, faut arriver à... ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Mais du coup, la Sécu ne prend pas en charge ça. Quand les cicatrices, quand il n'y a pas d'impact fonctionnel, et là pour le coup, autant vous dire que c'est compliqué de voir l'impact fonctionnel qu'il peut y avoir. Donc c'est que les cicatrices qui jonctent les articulations et un petit peu quand il y a un problème de déglutition sur les cicatrices de la thyroïde. Sur le bilan. Non, mais la Sécu peut vous le demander. La Sécu, après, elle fait des contrôles, donc elle peut vous demander, moi je suis pas d'accord. Si vous dites, oui, mais la personne, elle n'arrivait plus à manger, elle mangeait que du liquide parce qu'elle n'arrivait plus à déglutir, parce que sa cicatrice, machin, effectivement, il y a un impact fonctionnel. Si la personne, je suis obligée de rééduquer le coude parce qu'elle a une brûlure et je fais un travail sur la cicatrice qui fait une bride, ok. Rééducation de la cicatrice de la césarienne parce qu'en sous-pubien, les patientes vont vous décrire que la cicatrice, elle adhère. Et les patientes, elles ont 25 ans, elles sont comme ça et elles ont du ventre. Et là, ça leur va pas.
parce qu'elles ont tout fait pour perdre tout le poids de la grossesse. Elles sont toutes menues et elles se mettent debout et pouf, il y a un ventre. Il y a un ventre, pourquoi? Parce que la cicatrice adhère. Donc forcément, ce qui est au-dessus, ça fait... Alors là, ça... catastrophe. Et là, ce qu'il faut faire, effectivement, il faut décoller la cicatrice des plans profonds. Et du coup, voilà. Mais ça, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Toc. Ça, en postpartum, c'est aussi en avoir conscience un petit peu. Je vous l'avais noté. Hormonalement, il y a un petit contre-coup au niveau après un accouchement, perturbations dans la vie, dans les hormones, dans le couple, dans tout. Ça peut arriver que vous ayez une patiente, bam, qui s'effondre en larmes alors que vous n'avez rien fait. Enfin voilà, sachez que voilà, en postpartum, le baby blues, ça peut arriver et c'est hormonal. Ce schéma aussi, je vous l'avais noté. Ce schéma, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est là où on voit vous savez, l'ocytocine au début, par rapport à la lactation, qui devient très régulière. La lactation, au tout début, c'est uniquement hormonal. L'ocytocine qui contracte. Et la lactation, c'est de hormonal, ça devient quelque chose de mécanique. Et c'est la succion au début qui relance l'ocytocine de la succion d'après. Et puis ça devient quelque chose de mécanique pour qu'il y ait la contraction au niveau des glandes mammaires. Et cette ocytocine, quand une femme allaite, elle descend à 3 mois. Et l'ocytocine, elle permet la contraction au niveau des glandes mammaires, mais elle permet aussi la contraction de tout le périnée, de tous les muscles. Du coup, une rééducation avant 3 mois chez une femme qui allaite. On m'avait posé la question la dernière fois, est-ce que moi je prendrais en charge avant? Chez une femme qui allaite, pas super, parce que du coup, il y a toujours cette ocytocine qui est quand même présente et qui va faire que la contraction du périnée que je vais travailler, du coup, elle va être influencée par cette ocytocine s'il n'y en a plus du tout. Au moins, on sait que elle est neutre. Et je vous avais dit, moi, je préfère 3 mois parce que le baby blues, le machin, tout ça, l'arrivée d'un bébé, ça fait qu'elles sont souvent perturbées. Du coup, après 3 mois, elles sont posées, quoi. Et si on n'allait pas, l'ocytocine, elle diminue Ben oui, parce qu'on prend un traitement pour arrêter la lactation, du coup, ça diminue plus vite, ouais. Du coup, une femme enceinte avec une hémorragie qui vous dit qu'il y a du sang, hop, urgence. Ça peut être une grossesse extra-utérine, ça peut être un avortement spontané. Vous gardez pas au cabinet, voilà. Une femme enceinte qui vous décrit ça. Une hypertension, c'est une urgence. Ça s'appelle une prééclampsie. Il y a un défaut de diffusion au niveau de la vascularisation du placenta. Le bébé est en danger. Souvent, c'est un accouchement provoqué. Un diabète gestationnel, vous allez me dire vous n'allez pas avoir un truc pour contrôler le diabète, on est d'accord, mais
Ça fait partie des conseils d'hygiène de vie, d'expliquer à vos patientes que si elles continuent à manger parce que des patientes se lâchent, quoi, elles ont respecté toute leur vie, puis là elles se disent c'est bon, pendant 9 mois c'est Versailles, donc du coup voilà, et non. Le diabète gestationnel fait qu'on va avoir un gros bébé, donc compliqué, accouchement prématuré, et tout ça et tout ça. De la fièvre, parce qu'une infection chez une femme enceinte, ça peut être tout de suite transmis au bébé, donc c'est une urgence. Une phlébite, c'est pareil, et voilà, un pyélonéphrite. J'avais une patiente qui venait pour une femme enceinte de 3-4 mois, 4 mois on va dire, qui venait, je sais plus pour sûrement une douleur lombaire. Et pendant la séance, hein, du coup, elle me dit que elle a eu une douleur au niveau du coude. Elle avait un métier un peu répétitif, tout ça, mais depuis qu'elle elle a mis quelques fois, parce qu'elle en avait dans la pharmacie, là, du Voltaren en gel, vous savez, là, des trucs. Mais du coup, ça va vachement mieux. Mm. Du coup, ça fait partie aussi des conseils. C'est-à-dire que là, j'ai dit stop, vous arrêtez tout de suite le Voltaren, interdit. Tout ce qui est crème active, faut bien vérifier. Tout ce qui est anti-inflammatoire chez une femme enceinte, c'est contre-indiqué. Et tout ça, ça fait partie de votre action en prépartum. C'est tous ces conseils-là. C'est-à-dire, là, j'ai dit, mais non, elle pensait pas faire mal. Parce que elle en a dans la pharmacie. Je sais pas, je crois que peut-être, non, peut-être on peut pas l'acheter, je sais pas. On peut l'acheter, voilà. Donc du coup, elle l'a acheté, elle l'avait parce qu'une fois avant, elle avait un truc, voilà. Là, elle a un peu mal, elle l'a mis nickel. Du coup, elle a... Ben non. Anti-inflammatoire interdit, femme enceinte, il n'y a pas grand-chose qui est autorisé. Donc il faut vraiment... tout ça, ça fait partie des conseils que vous pouvez donner. Après, c'est que ça passe la barrière placentaire et que ça soit transmis au niveau fœtus. Donc après, il y a certains peut-être médicaments qui sont autorisés, mais alors là, moi, je ne m'engage pas là-dessus parce que je ne connais rien. Et là, c'est les gynécologues qui donnent, mais en général, par du paracétamol, on n'a pas droit à grand-chose. Hein. Donc, du coup... Alors, une femme enceinte, c'est prise en charge très douce jusqu'à ce que le ventre le permet. J'ai marqué, je ne l'ai pas marqué là, mais je le marque souvent. Alors, je sais pas, il me manque une diapo, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, ok. Vous avez pas une diapo de plus là? Après ça? Non? Voilà. Ça, vous l'avez pas, mais vous avez... D'accord, donc ça tombe bien. Donc, prise en charge très douce, tant que le ventre le permet. Travail de bascule, de bassin, mobilité du rachis associé à la respiration. Par rapport à une respiration diaphragmatique. La respiration, ça c'est important, puis ça va les amener à l'accouchement. Donc ça, c'est bien de bien connaître cette respiration. Travail de posture. Le massage. Sur le dos. Exercice de relaxation.
Faut pas faire d'apnée chez une femme enceinte. Il faut faire attention au décubitus dorsal strict chez une femme enceinte. Alors, il faut faire attention au décubitus latéral droit. Ça, on l'avait vu. Et au décubitus dorsal strict, c'est la même chose. C'est l'utérus qui va appuyer sur les gros vaisseaux. Et on peut déclencher un malaise. L'apnée qui favorise l'hypertension, donc ça c'est pas conseillé non plus. Donc ça, je vous avais noté, exemple d'exercice en progression, un décubitus dorsal, on fait de la bascule de bassin et de la respiration. On peut faire la même chose assis sur un ballon. Assis sur un ballon, puis on associe des fixateurs d'omoplate. Travail du rachis. À quatre pattes, on peut tranquillement. On associe toujours la respiration, de souffler, rentrer le ventre. La mobilisation thoracique douce. Les jambes un petit peu surélevées, il faut faire attention effectivement au décubitus dorsal strict par rapport à ça. Donc toujours un tout petit peu surélevé. Après, c'est du prolongé. Si vous faites un exercice de 5 répétitions décubitus dorsal strict, il n'y a pas de souci. Enfin, après, faut pas dire si vous vous mettez sur le côté droit pour un exercice, puis sur le côté gauche pour un exercice, puis enfin, c'est le positionnement prolongé qui reste contre-indiqué. C'est ça? Je sais pas. Après, c'est des propositions. Après, c'est à vous à faire. Des conseils d'hygiène de vie par rapport à la femme enceinte, ça c'est important. Pas de port de charge. Trouver des moments de pause dans la journée. Il faut faire un travail très doux chez une femme enceinte. Souvent, je l'ai marqué, je pense, un petit peu après, faire attention, travail très très doux chez une femme enceinte avant 3 mois. Avant 3 mois, il y a quand même beaucoup d'avortements spontanés. Du coup, si vous savez, cool avant 3 mois, après 3 mois aussi, on va pas faire du gainage, des trucs de fou chez une femme enceinte, mais avant 3 mois, il faut vraiment faire attention. Conseil de bonne hygiène de vie, bien boire, bien manger, garder une activité physique. En France, il n'y a pas de préconisation. Là, j'ai un mémoire sur l'activité physique chez les femmes enceintes et la prévention du diastasis. Du coup, là, il y a eu plusieurs études et du coup, l'étudiante m'avait noté au Canada, la Société obstétrique et gynécologue conseille l'activité physique. 15 à 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine d'intensité modérée. En France, il n'y a pas. Aux États-Unis, c'est préconisé aussi. En France, l'HAS ne recommande pas. Elle n'a pas de recommandation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Je pense qu'il faut, ça veut dire que peut-être on a un petit peu de retard sur ça. Mais par contre, il faut une activité physique modérée, on est bien d'accord, hein, on ne va pas faire un marathon.
Quoi qu'il y en a qui font des trucs, mais activité physique hein, qu'il faut adapter à la patiente. Et après, vous allez avoir aussi un but de répondre aux questions qui vont vous être posées. Comment ça se passe après l'accouchement? Alors, comment ça se passe après l'accouchement? La rééducation, on va vous le poser comme question si vous avez une femme enceinte. Alors, la majorité des rééducations se font peut-être chez les sages-femmes, parce que les sages-femmes, elles vont suivre toutes les femmes enceintes. Donc, forcément, derrière, ça enchaîne sur la rééducation chez la sage-femme. Mais c'est pas obligé. Maintenant, elles ont la possibilité de le faire. Mais vous aussi, vous avez la possibilité de le faire. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça se fait chez un kiné, chez une sage-femme. Si j'ai une césarienne, est-ce que je fais de la rééducation du périnée? Et pourquoi? Non, c'est-à-dire que je suis la patiente et je pose la question. Pourquoi j'ai une césarienne et pourquoi je dois faire une rééducation du périnée? J'ai pas de fuite urinaire. Sans passage, forcément, c'était une césarienne provoquée, prévue, programmée, pardon. Il y a eu 9 mois de grossesse, une prise de poids, une distension ligamentaire, un appui sur le plancher pelvien, une chute hormonale d'un coup dès qu'il y a eu la délivrance. Le périnée, il ne sait plus où il en est. Donc certes, elles vont reprendre plus rapidement parce qu'il n'y a pas eu de coup d'épisiotomie, il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu de distension musculaire. Mais oui, il faut. Et ça, il vous faut savoir l'expliquer aux patientes parce qu'elles vont vous le demander. Ah non, mais moi, voilà. J'ai pas de fuite. J'ai une césarienne. Je sais pas pourquoi, je suis là. Vous parliez tout à l'heure des cicatrices qui n'étaient pas prises en charge par la Sécu. Au niveau des traitements des cicatrices des épisiotomies, on doit bien agir parce que ça peut entrer un peu trop fonctionnel. Ça peut, oui, mais alors il faut pouvoir le justifier. C'est... J'ai rien dit. Et est-ce que je peux reprendre? Je viens d'accoucher, là, j'ai une césarienne. Non, je viens d'accoucher. Je viens d'accoucher il y a 1 mois et demi. Et j'ai été faire de la rééducation chez une sage-femme. Est-ce que je peux reprendre le sport, là? Normalement, je fais de la compétition. C'est quoi les conditions pour une jeune dame sportive? Parce que les sportives, elles vont être là au bout d'1 mois, hein, même pas. Donc du coup, c'est quoi la condition pour reprendre le sport? Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport? Alors ça dépend pas quoi, ça dépend si la rééducation périnale est faite et si elle est fonctionnelle. Si un verrouillage pelvien correct. À mes yeux, vaut mieux attendre 3 mois, surtout si la femme allait. Par rapport à l'ocytocine, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Mais en plus, il faut ça. Et l'autre condition, c'est quoi? Ben, c'est pas une condition, c'est un conseil. C'est une reprise progressive. Parce que vous allez avoir 2 catégories de femmes. Vous allez avoir des femmes qui font pas de sport, donc là, la question va pas se poser, et puis voilà.
Mais par contre, vous allez avoir les sportives. Et alors là, les sportives, il faut que d'entrée, ce soit au taquet, il faut qu'elles aient tout perdu. Et 3 mois après, on fait un marathon. Sauf que là, il faut leur expliquer qu'on ne démarre pas par le marathon, ni par le semi-marathon, ni par le quart marathon. On y va progressivement. Pour remettre, parce que les chevilles, pendant 9 mois, elles ont eu une laxité, il a fallu qu'elles reprennent, donc il faut y aller mollo. Les genoux, pareil, les hanches. Enfin, c'est vraiment une reprise progressive. Ça, il vous faut vraiment insister auprès des femmes enceintes. Je suis enceinte, j'ai les jambes gonflées et quand est-ce que ça va passer? Après l'accouchement. Alors là, j'ai eu un cas d'une patiente. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Elle était enceinte de jumeaux. Un petit gabarit. Elle était enceinte de jumeaux et pendant la grossesse, elle avait effectivement des poteaux. Elle venait pour le drainage, tout ça, donc très bien. Elle me dit, est-ce que ça va passer? J'ai dit, moi, après l'accouchement, c'est bon. Mais vous êtes, parce qu'elle avait vraiment des grosses jambes et tout ça, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Voilà, après l'accouchement, ça passe. Elle est revenue après l'accouchement pour la rééducation périnéale, elle m'en a voulu, quoi. Parce que moi, j'avais dit, après l'accouchement, ça passe. Elle a accouché. Dans l'heure qui a suivi, elle avait toujours ses jambes gonflées. Elle s'est mise à pleurer en disant, mais elle m'avait dit. Alors, effectivement, j'avais oublié de préciser que ça passait, mais pas non plus instantanément. Et sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et après, elle a réfléchi, parce que c'était son obsession. Donc, du coup, elle a accouché. Après, elle a vu qu'elle avait encore les jambes. Elle s'est dit, non, ça va pas partir. Donc, du coup, vous leur dites que ça passe, mais peut-être pas spontanément dans l'heure qui suit. Mais effectivement, dès qu'il n'y a plus de compression au niveau des gros vaisseaux du retour veineux, il n'y a pas de souci, ça passe. Et au niveau des douleurs, canal carpien, au niveau des douleurs ligamentaires, au niveau du syndrome de Lacombe que je vous décrivais tout à l'heure, tout ça, c'est des distensions ligamentaires qui, une fois hormonalement, c'est revenu. Tout ça, ça revient. C'est progressif, ouais. C'est progressif, mais c'est vrai que donc faites attention parce que ça va. J'avais pas mesuré que quand on dit, des fois les gens ils écoutent pile poil. Donc des fois c'est un peu. À éviter de travailler les abdos, surtout en hyperpression périnéale. Les étirements purs, pour moi, c'est pas forcément nécessaire. C'est un peu controversé, mais pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire, sachant qu'il y a une hyperlaxité. Si on fait un étirement pur, des fois au niveau articulaire, on peut faire des petits dégâts. Du coup, je suis pas fan. La chaleur. Elles ont déjà des vasodilatations, des gros vaisseaux. Si vous faites encore plus, pam, vous pouvez déclencher des petits malaises chez les femmes enceintes. Si vous mettez un truc de chaud sur le dos, tout ça, faut faire attention. Ça peut. L'électrostimulation, ça s'interdit. Tout ce qui est blocage vertébral, bassin, si c'est pas de votre compétence, vous renvoyez. Prudence absolue chez une femme enceinte de moins de 3 mois. Ça, c'est important. Après, vous verrez, on va regarder. Il y a des recommandations de rééducation périnéale en prépartum, tout ça. Chez une femme enceinte de moins de 3 mois, moi, j'y vais pas, si je le sais. Si je le sais, moi, j'y vais pas. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'avortements spontanés. Vous y serez pour rien, mais si vous faites quelque chose et que derrière, du coup, dans l'interrogatoire, de poser la question si la femme, elle est enceinte, ça peut être un tout petit peu pertinent. Parce que tomber enceinte en retour de couche, ça peut arriver.
Donc vous faites une rééducation, vous mettez de l'électrostimulation. Et si vous n'avez pas posé la question, entre guillemets, c'est de votre faute, hein. Si vous n'avez pas posé la question. Si elle vous répond non parce qu'elle ne sait pas, c'est bon. Mais si c'est nécessaire de poser la question et pas d'apnée par rapport à l'hypertension. Pas d'apnée. Donc en prépartum, on refait, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas de contre-indication au drainage, on peut faire des drainages des membres inférieurs, massage circulatoire, canal carpien. On peut le traiter, pas d'électrostimulation chez une femme enceinte. Prudence absolue chez une femme enceinte de moins de 3 mois. Et on garde une mobilité. Ça, ce sont les recommandations. Les recommandations, c'est étirement, tonification périnéale. Donc ça, personnellement, je voulais noter en préconisation, puisque ça fait partie des recommandations. Mais personnellement, je pense pas que ce soit bien de faire une rééducation périnéale pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'elles sont amenées à avoir un accouchement, à avoir une distension du périnée. Il faut laisser faire le périnée, il faut qu'il se laisse distendre. Si un muscle, on le renforce, il va avoir plus de mal à distendre. Donc autant vous dire que étirer, je sais à peu près étirer beaucoup de muscles dans le corps humain, étirer un périnée comme ça, je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, puisqu'un muscle, normalement, on le contracte et on l'étire pour qu'il ait une certaine élasticité. Là, pour le coup, la tonification du périnée, sachant que derrière, il y a eu un accouchement, comme je vous avais dit, les jeunes femmes très toniques, souvent, elles ont un périnée qui ne se relâche pas et du coup qui se déchire. Donc, tonifier le périnée, pour moi, ça favorise ces petits déchirements. Toujours pareil, entre guillemets, de pas trop aller y mettre les doigts. Une femme enceinte, si vous faites une tonification périnéale manuelle en prépartum et que derrière elle se chope une infection, c'est pas bon pour vous. Donc quand je dis pas y mettre les doigts, c'est au sens propre du terme. Donc du coup, voilà, mais ça fait partie des recommandations. Prise en charge après 3 mois. Ça, c'est ce que moi je pense. La maman est plus posée. Pour rapport à l'allaitement, on l'a vu. L'interrogatoire, les douleurs, les connaissances, s'il y a déjà des fuites urinaires ou pas, ça c'est possible. Expliquer l'anatomie, la physiologie, pour moi ça c'est important. L'inspection, le travail musculaire, drainage de la sphère pelvienne si besoin. Des fois, il y a des petites varices vulvaires, donc de montrer à la patiente de s'auto-drainer un petit peu, de mobiliser à ce niveau-là. La gymnastique abdominale globale, cicatrice. Reprise des activités physiques progressives. Ça, c'est plus de l'administratif, donc. Rééducation périnéale en postpartum est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. 10 séances plus un bilan. Voilà. Et quand c'est pas du postpartum, c'est pris en charge à 60% par la Sécu, à 40% par les mutuelles. Les femmes enceintes sont prises en charge à 100%
à partir du premier jour du 6e mois de grossesse. C'est à partir du jour où elle déclare la grossesse à la sécurité sociale. Le jour de déclaration de grossesse. Elles sont prises à 100% pour tout. C'est-à-dire, se font une entorse de cheville, c'est pris à 100% maternité. Pour tout. Au niveau pathologie. Après, vous êtes habilité, ça fait partie maintenant de votre habilitation de prescrire des sondes. Donc vous avez, et c'est aussi pour ça que quand je recevais rééducation périnéale, elles venaient, des fois elles avaient la sonde, des fois elles ne l'avaient pas, des fois elles avaient l'ordonnance de la sonde, des fois elles ne l'avaient pas, mais vous êtes habilité avec votre numéro de prescrire une sonde endovaginale. Et c'est pris en charge par la sécurité sociale. Les recommandations HAS, rééducation postpartum immédiat, traitement de la douleur, indication ou pas et prise en charge à 6 à 8 semaines. Ça, c'est les recommandations de l'HAS. Préconsultation, si jamais ça va pas mieux, renouvellement. Et ce que je vous disais, c'est que notre décret de compétence ne nous donne pas la compétence d'agir avant 3 mois. Donc ça, c'est plus par un problème un peu plus sceptique en fait. C'est-à-dire que avant 3 mois, il part du principe qu'il peut y avoir des lésions qui sont toujours là et donc du coup, c'est plus à la compétence des sages-femmes. Donc après, à vous à prendre. Vous savez que c'est une recommandation HAS, mais vous n'avez pas la compétence de le faire avant 3 mois. Et chez les autres personnes, c'est en primo-intention, rééducation chez les insuffisances ou les prolapsus. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va? Du coup, pour terminer, je voulais voir avec vous quelques petits cas cliniques que j'ai eus. Voilà, c'est juste pour réfléchir un petit peu, voir. Je vous en ai déjà parlé peut-être pendant les cours. Donc ça, voilà, je viens de le dire, donc ça va bien. Elle souhaite reprendre l'activité physique rapidement. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il faut que la rééducation périnale soit faite? Reprise progressive de l'activité physique. Voilà, 3 mois postpartum, mais ça, je viens de le dire. Ça, je vous en avais parlé parce que ça a été un petit peu gros. Une patiente qui a accouché, qui venait d'accoucher il y avait 10 jours, qui va voir, c'est arrivé à mon collègue, mais qui va voir mon collègue pour une douleur dorsale, avec une ordonnance médicale. Elle était passée chez le médecin qui lui avait dit que comme elle avait tiré l'accouchement, machin, c'était sûrement au niveau du dos. Douleur très très importante, surtout à la respiration. On a fait un bilan musculaire, il n'y avait rien. Articulaire, il n'y avait rien. Et pourtant, elle avait super mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Mm. Donc ça, c'est pour vous dire aussi de vous faire confiance un petit peu. C'est pas parce que le médecin vous envoie avec une ordonnance massage du rachis dorsal, s'il n'y a rien à masser sur le rachis dorsal, on va pas faire du confort. Cette personne, elle était en train de faire une embolie pulmonaire parce qu'elle avait eu un accouchement long. Elle était restée, je sais plus combien de temps sur la salle d'accouchement. Le médecin, il s'est dit c'est bon, il a même pas ausculté. Et donc du coup, c'est de vous faire confiance. Vous regardez aucune tension musculaire. Vous regardez en articulaire, ça bouge bien. Et la patiente, elle a mal à la respiration. Et ça fait super mal côté gauche, machin. Donc ok. Mon collègue, s'il l'avait prise sans regarder, il y a marqué ordonnance, rien de massage, il la met, il la masse, il met du chaud. A plus. Du coup, sachez que des fois, les médecins, ils consultent pas, ils font vite, ils font... Le tout, c'est vous qui faites l'acte, c'est vous qui êtes responsable, du coup. Et ça, c'est un cas qui nous est arrivé. Alors, ça va on était plusieurs au cabinet, donc en cas de doute aussi, si vous êtes plusieurs, d'aller demander à un collègue, hein, parce que des fois, on peut... Voilà. Mais du coup, c'est un vrai cas qui est arrivé. Voilà, on a renvoyé chez le médecin en disant, nous, il n'y a rien. Et voilà, le médecin a pris un peu plus de temps à regarder et effectivement, la personne était en train de faire une embolie pulmonaire. Est-ce qu'il faut là, être alarmiste entre guillemets et lui dire retourner aujourd'hui chez le médecin ou parce que si on dit juste retourner chez votre médecin, elle ne peut pas respecter. Dans ces cas-là, oui. Alors, moi, je vais vous sortir des cas un peu compliqués. Enfin, ça, c'est en 20 ans de carrière, ça, j'en ai vu qu'une, hein. Donc, faut pas non plus tout le monde qui... Voilà. Mais il faut vraiment vous faire confiance. Vous avez vos bilans articulaires. Enfin, voilà, vous connaissez, vous savez. Il faut pas suivre... Le médecin, il a marqué massage du dos. Je masse le dos. Sachez que si vous massez le dos alors que contre-indiqué, c'est vous qui avez massé. Donc, je vous dis pas de plus masser, hein. Mais il faut vous dire, bon, ben, je fais mon bilan. Je fais mon bilan dit qu'il y a des contractures du trapèze, donc je vais travailler sur ce trapèze où il y a des rhomboïdes, des machins, ok. Mais par contre, s'il n'y a rien, on ne va pas faire parce que c'est marqué, quoi. Donc ça, c'est un cas qui nous est arrivé. Donc... Donc ça, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est par rapport à poser un diagnostic. Donc c'était une assistante maternelle qui travaille beaucoup toute la journée avec des bébés. Donc en bas, à plier, soulever les bébés, tout ça. Elle vient pour une rééducation par rapport à la statique pelvienne. On fait de la rééducation, tout va bien. Elle continue, 2 ans après, elle revient pour un petit peu les mêmes signes. Et une collègue à moi, du coup, l'a auscultée donc en fin de journée où elle était fatiguée et tout ça et tout ça. Et là, elle a posé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un diagnostic de prolapsus. Donc là, j'ai noté à 2. Et la patiente a entendu, la patiente a été voir sur internet ce que ça voulait dire, elle a été alarmée, ça a été la cata, et du coup le médecin elle est retourné, et voilà. Du coup vous pouvez vous poser votre diagnostic, mais vous le mettez là sur votre papier, voilà. Et même au médecin vous lui dites pas s'ils aiment pas des masses, mais du coup voilà, vous n'êtes pas habilité à poser un diagnostic. Vous pouvez pour vous dire, voilà, vous cotez un muscle à 4, vous cotez un muscle à 3, mais voilà, vous n'êtes pas amené à poser un diagnostic. Mais là, dans ces cas-là, elle venait pour un défaut de la statique pelvienne par rapport à une descente un petit peu d'organes. Donc vous dites, après 5 séances, on refait le bilan, ça va mieux, ça va même moins bien, ça progresse.
ça stagne, mais vous posez pas... Là, le souci qu'il y avait eu, c'est une personne qui m'avait remplacé, et du coup, qui était arrivée, et hop, pam. Et là, non. De dire, moi, je dis que c'est à temps, je pose un diagnostic. Par contre, de prendre défaut de statique pelvienne sur l'ordonnance, je fais rééducation périnéale, ça va mieux, mais je pose pas diagnostic stade 2 du prolapsus, quoi. À la patiente. Soit elle vous le dit, le médecin m'a dit que c'était un stade 2, vous en pensez quoi? Oui. Vous dites, bah non, c'est un stade 4. Sachant que ça n'existe pas, mais enfin, vous voyez, mais du coup, c'est pour vous, ça va mieux, ça progresse, ça stagne, ça s'améliore pas, faudrait peut-être revoir, machin. De là à dire c'était un stade 1 puis c'est passé en stade 2. Donc ça, c'est bon. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois. La patiente qui vient pour une lombalgie, vous faites votre traitement antalgique de lombalgie. Puis derrière, travail du périnée, vous êtes au taquet, vous faites un truc, allez, machin. Et puis après, elle vous dit ça va vachement mieux. Mais par contre, bah depuis, soit j'ai des fuites urinaires, soit j'ai une boule qui est apparue. Et du coup, qu'est-ce que c'est et tout ça. Donc c'est peut-être d'intégrer dans vos exercices de rééducation de lombalgie, parce que c'est là où on demande à faire travailler de la respiration, du postural, du périnée, et tout ça en même temps. C'est plus sur ce côté-là que je vous marque cette diapo-là. Oui, mais c'est rien de plus que ce que j'ai déjà dit. Traitement classique, mais du coup, d'y intégrer le périnée. C'est... Voilà. C'est la même chose. Ça, c'est ce que je vous ai dit, puisque vous m'avez posé la question par rapport au prolapsus rectal et au rectocèle. Donc ça, c'est pareil. C'est une patiente, comme je vous avais expliqué, elle est venue avec une ordonnance d'un médecin, mais le médecin, c'est un copain. Donc du coup, il me l'a marqué, mais parce que j'ai une amie qui est venue vous voir, c'était génial. Et puis en faisant l'interrogatoire, en fait, ça sortait au niveau de l'anus, quoi. Ça n'avait rien à voir, ce n'était pas pour moi. Donc ça, c'est... Voilà. Les médecins, des fois, ils font des ordonnances, ils consultent pas. Pas forcément. Alors, une femme enceinte de 6 mois qui a pris 7 kilos, qui a une lombalgie en L2, L3. C'est une patiente qui est enseignante, qui piétine beaucoup. Et elle vient pour une rééducation du rachis lombaire. Enfin, pour une rééducation. Pour une lombalgie. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là? 7 kilos pour 6 mois de grossesse, ça reste bien. Ça reste bien. C'est juste des petites alertes, c'est de juste demander, c'est une femme, c'est une enseignante, les enseignants. Normalement, ils sont debout. Voilà.
de vérifier, demander s'il n'y a pas de la fièvre. Pareil, il faut éviter les infections urinaires. Les femmes enceintes sont très sujettes aux infections urinaires. Donc de voir s'il n'y a pas une fièvre. S'il y a une fièvre, vous renvoyez. Une lombalgie haute au niveau L2, ça correspond à peu près. Celle-ci, je vous en avais parlé. C'est une patiente qu'une collègue avait, qui du coup, 3 mois de grossesse, avait plutôt perdu du poids parce qu'elle vomissait beaucoup, ce qui peut arriver quand on est enceinte. Elle était hypertonique et à force de vomir, elle avait des fuites urinaires. Donc ma collègue m'a dit peut-être que tu pourrais faire une rééducation périnéale pour éviter ces fuites urinaires, puisqu'elle, à chaque fois qu'elle vomit, elle a des fuites urinaires. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait, enfin voilà, comme je vous dis, je fais pas forcément prépartum, rééducation périnéale. C'est une femme à morphotype assez menu, assez tonique, assez stressée. Donc si dessus je vais y rééduquer le périnée, je pense que 6 mois après, elle va m'en vouloir. Donc du coup, voilà, j'ai dit à ma collègue, peut-être ça serait bien d'aller voir le médecin et peut-être que le médecin, s'il calme les vomissements, eh ben, après, elle aura plus de fuite urinaire. Après, quand il y a vomissement enceinte, elle vomissait. Elle vomissait tout le temps, 4 fois par heure. Donc après, c'est au bout d'un moment, on n'a pas d'insuffisance urinaire d'effort, mais ça peut être assimilé à quand il y a beaucoup d'hyperpression. Voilà. On a calmé les vomissements, elle n'avait plus de fuite. Et elle n'a pas eu de fuite. Ça, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire une personne qui vient au cabinet pour des douleurs lombaires et de la rééducation périnéale. Donc elle a commencé avec moi, et elle devait commencer plus tard avec un collègue pour une rééducation lombaire, prise en charge. Une fois qu'on a eu fini de faire la rééducation du périnée, elle avait plus mal au lombaire. On avait rétabli ce que je vous ai dit au début au niveau du caisson, ça avait tout rétabli. Ça, c'est juste pour vous rappeler que des fois de parler avec les patients, même si c'est pas... elle vient pour une entorse de cheville. Pourquoi elle a eu son entorse de cheville ? Parce qu'elle est rentrée vite à la maison, parce que dès qu'elle met la clé dans la serrure, du coup elle a envie d'aller aux toilettes parce que c'est comme ça, et qu'elle peut pas se retenir, ok, vous faites l'entorse de cheville, mais du coup de pouvoir donner des conseils et de dire c'est peut-être pas normal d'en arriver à ce point-là, et de l'amener à consulter, ça fait partie de vos conseils. Le but de bascule de bassin. Alors déjà, on est en bascule antérieure par rapport au poids qui part en avant. Et la bascule du bassin, c'est-à-dire qu'on va entraîner une rétroversion déjà pour soulager, aligner les articulaires postérieurs au niveau lombaire, ça soulage au niveau lombaire. Et après, ça aide par rapport à la préparation à l'accouchement, par rapport à l'ouverture des 3 supérieurs, des 3 inférieurs. D'avoir une bonne position au niveau bascule. Si ça reste comme ça, ça peut favoriser sciatique, pincement discal, patin, couffin, parce que plus ça va, plus on va avoir le poids qui va tirer vers devant. Donc l'antéversion du bassin va être favorisée, ça c'est sûr. Donc la patiente, elle ait bonne conscience sur de la rétroversion du bassin, ça c'est important, parce que par rapport à tout ça. Et c'est aussi important pour la préparation à l'accouchement.
Donc ça, c'est une patiente, je vous en avais, je crois, parlé peut-être, enceinte de 4 mois, qui a des douleurs dorsales super importantes en blocage musculaire et qui arrive pas. Ma collègue, elle a fait, elle le masse, mais ça rebloque, ça rebloque, ça rebloque. Donc elle me demandait comment ça se pouvait, sachant qu'au niveau postural, elle avait tout fait. Et notamment, elle avait été voir un podologue puisque par rapport à une fissure de pied, le podologue lui avait mis des semelles. Et elle avait mis les semelles en 2 mois et demi après le début de sa grossesse. Et ça, je vous avais dit, les semelles, les gouttières, tout ça. Pendant la grossesse, en fait, y a tout qui va changer. Des semelles avant et après grossesse, ça a plus lieu d'être. Là, en plus, elle a mis ses semelles au début de sa grossesse. Elles n'étaient pas du tout adaptées. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les semelles. On l'a laissé s'adapter sans les semelles. Et une fois la fin de la grossesse, elle peut reprendre rendez-vous chez le podologue pour réadapter ses semelles. Et à y être 3 mois après l'accouchement, c'est beaucoup mieux. Le tout, c'est pour vous dire que pendant cette phase de 9 mois, la femme enceinte, elle fait que bouger. Elle fait que bouger au niveau de sa posture, au niveau du poids, au niveau de son humeur, à tout niveau. Du coup, il ne faut pas mettre en place, à mes yeux, des choses qui vont être comme ça, bloquantes, comme des semelles, des trucs dentaires et tout ça. Donc là, tout ce que j'avais fait, c'est qu'il fallait enlever les semelles, en fait. Il fallait enlever les semelles, faire passer les douleurs tranquillement le temps de la grossesse, parce qu'une femme enceinte, elle s'adapte tout au long de sa grossesse. Si elle doit s'adapter à sa grossesse et à des semelles, ça fait un peu trop. C'est pas possible, en fait. Bon, ça... Donc ça, c'était faire attention à une infection urinaire, hein, on est d'accord, si ça brûle, tout ça. Du coup, ça, c'est une patiente que j'ai eue, mais pas pour ça, donc qui était là pour une rééducation des membres inférieurs, qui avait eu un problème de cancer au niveau de la branche pubienne avec une irradiation et un manque de substance. On avait enlevé une tumeur, on y avait fait un lambeau musculaire. Et du coup, dès qu'elle se mettait debout, donc contraction abdominale, elle avait des fuites urinaires. Donc là, j'ai pas la suite des événements, puisqu'elle était là que pour la rééducation du membre inférieur. Elle avait une insuffisance urinaire d'effort, c'est sûr. Elle pouvait peut-être avoir une incompétence sphinctérienne totale due à l'irradiation, à la perte de substance. Et donc là, on fait ce qui va être fait, qui aurait dû être fait, donc c'est rééducation périnéale, voir si on arrive à gérer ça, et si on n'y arrive pas, peut-être après aider avec, il existe des sphincters artificiels, des épaississements de l'urètre, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu quelques cas que je vous avais déjà un peu donné pour illustrer tranquillement le cours, pour vous amener à tout ça. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà.
avec bilan et oui. Et vous demandez un sujet? Vous avez une autre question? Oui, ben oui. Après, c'est sur la rééducation, donc ça serait ça, ouais. J'ai une personne qui a un prolapsus, machin, qu'est-ce que je fais, à quoi je dois penser, programme de rééducation en progression en 3 phases, enfin, je sais pas, c'est dans quelque chose comme ça. Ce qu'on a pu voir là, et voilà. Après, c'est rien de... faut prendre les principes qu'on a vus la dernière fois et puis l'appliquer à la physiologie. C'est pas... Non, ça vous semble perplexe? Vous essayez de deviner mais à travers mes yeux, ma parole, si j'ai posé un sujet ou pas. J'ai fait du théâtre, alors j'arrive à cacher beaucoup de choses. Autant mélanger, on a dit postpartum, postpartum. Ça pourrait être une façon de faire. Avant sa grossesse, et après sa grossesse, ou ça sera plus une seule étape. Est-ce que ça va devenir juste en postpartum ou alors juste en... Après, quand je pose, c'est assez défini, c'est-à-dire ça va être... vous avez une femme enceinte qui vient pour un problème précis, pour des douleurs lombaires, hautes, à quoi faire. Donc en premier, pensez que peut-être vérifier la fièvre, signer l'alerte, et puis après de la bascule de bassin, un programme. Après, je vais pas demander tout de la progression. Je vais 2 exercices en progression sur ça. Après, ça dépend. C'est pour ça que quand on est des fois, il y a tellement de trucs à dire que c'est pas dur. C'est l'insuffisance urinaire des fois, ça va être des fuites. Voilà. Donc renforcement, les fuites urinaires, elles sont dues
parce que la vessie est descendue, elles sont dues parce qu'il y a une compétence intérieure, vous voyez, par rapport à tout ça. Et le prolapsus, c'est la vessie avec ou pas. Et la différence avec la mixte, parce que j'ai vu la différence de l'éducation secondaire, c'est à peu près c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, mais ça se rejoint, mais dans le sens que l'insuffisance urinaire d'urgence, Ben là, c'est qu'il y a une limite, il faut contracter. l'urgence, c'est la vessie instable. C'est la période émotionnelle, c'est que des vessie. On n'est pas obligé d'avoir un prolapsus sur l'insuffisance urinaire d'urgence. Mais si justement la personne est capable de se contenir, parce que c'est d'urgence, c'est Elle n'est pas capable de se tenir parce que la vessie se contracte de manière intempestive. C'est pas parce que c'est la vessie qui se contracte toute seule. il n'y a même pas de renforcement en fait de l'urgence. Contrairement aux deux entrephiles, en termes de mixte. Parce qu'il y a la mixte. Il y a un peu des deux. Donc c'est pour ça que pour moi la mixte c'est mieux de ne pas faire d'électrostimulation. On renforce sur la vessie et de faire du biofeedback. Ok, donc là, la petite suite, vous avez montré la dernière fois, vous voyez la petite image que vous avez. Mais du coup, l'extrostimulation, on va discuter que la